Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez nous ce soir, surtout par ce temps. Donc, bienvenue chez Booklore. Je vais rapidement vous présenter Booklore. Booklore est une petite librairie indépendante qui fait tous les efforts possibles pour lutter contre les défis de la grande distribution. Donc, à nouveau, merci d'être ici et de participer à notre effort. Et puis Booklore, ce sont aussi des valeurs, les valeurs du partage, de l'échange, des discussions, des réflexions. Et c'est pour cela que nous organisons régulièrement des événements tels que celui-ci. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Rabea Aridawi, Roland Carré et Corinne Covin pour parler de Ciné Casablanca, un livre qui met à l'honneur le Maroc, Casablanca et le cinéma. Les salles de cinéma au Maroc, entre autres, mais je vous laisse découvrir avec eux. Donc, il y aura une bonne demi-heure, voilà, avec un petit peu de marge d'interview. Et après cela, le public aura la parole. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Et merci à vous trois d'animer cet événement. Bonjour à tous, merci à Booklore d'avoir organisé cette rencontre et merci à Roland et Rabea de m'avoir confié la modération de cette conversation. J'ai envie de commencer par le succès en fait de ce livre. Il est sorti fin 2024, c'est-à-dire il y a tout juste un an, donc il est apparu aux éditions Le Fennec. Et en fait, parce que je suis l'actualité sur les réseaux sociaux, vous l'avez présenté absolument partout. Dans énormément de villes du Maroc, énormément d'institutions très différentes les unes des autres. Et puis tout récemment, jusqu'à l'Institut du monde arabe à Paris, où la rencontre a été passionnante et le livre a reçu un vif succès. Donc voilà, je vous souhaite bonne continuation avec la carrière de ce livre. Alors, le propos, comme l'indique son titre, Ciné Casablanca, c'était de faire le portrait d'une ville, et par n'importe laquelle, la capitale économique du Maroc, à travers une centaine de films qui montrent à quel point Casablanca est une ville mythique du 7e art. Ce faisant, je dirais que votre livre nous propose aussi une histoire de la société marocaine et une histoire du cinéma. En fait, on peut avoir comme une double lecture de cet ouvrage. Je dirais que c'est un livre plaisir, en fait, dont on peut avoir une lecture buissonnière, quasiment vagabonde, c'est-à-dire sans saisir, et puis le lire progressivement à la découverte d'un film, d'un autre, d'une période ou d'une autre. Et on peut aussi le considérer comme un livre savant qui rassemble extraordinairement de données, beaucoup d'iconographie aussi très précieuse, et donc qui renseigne beaucoup de choses de l'histoire du Maroc et beaucoup de choses de l'histoire du cinéma marocain, et j'irais même jusqu'à dire de l'identité du cinéma marocain, c'est-à-dire que vous êtes arrivé vraiment à saisir une particularité de ce cinéma. Alors, vous, Roland Carré, vous êtes enseignant-chercheur, diplômé d'un doctorat en études cinématographiques que vous aviez consacré au cinéma italien. Vous êtes actuellement enseignant à l'ESSAV et responsable culturel, et depuis que vous êtes au Maroc, en fait, vous vous intéressez tout particulièrement au cinéma marocain, que vous défendez, que vous connaissez sur le bout des doigts, vous connaissez les réalisateurs, les auteurs, donc on peut vous considérer vraiment comme le spécialiste de la question. Et vous, Rabea Aridawi, vous êtes juriste de formation, animatrice culturelle, formatrice en cinéma pour l'Institut français du Maroc, et surtout, vous avez été impliquée comme directrice dans l'association Casa Mémoire de 2019 à 2023, ce qui, j'imagine, a été déterminant en fait dans la genèse du projet. Et ce serait ma première question, c'est-à-dire comment s'est engagée cette collaboration
Et peut-être aussi, qu'est-ce que chacun a pu y apporter. Tous les deux, vous connaissez le cinéma, tous les deux, vous connaissez Casablanca. Roland n'y habite plus, mais je sais qu'il est très attaché à cette ville et toujours curieux de nouvelles découvertes et de la connaître plus intimement. Donc, comment on fait pour se partager un travail aussi colossal et comment, expliquez-nous la genèse du projet. Ah non, vous avez un micro. Merci. Tout d'abord, merci Bouclore de cette proposition, de cette invitation à venir présenter notre travail dans un si bel endroit en cette période de fin d'année. Effectivement, c'est un petit peu un événement un peu anniversaire, comme tu l'as dit Corinne. Je vais rester dans le tutoiement, désolé. Puisque ça fait effectivement un petit peu plus d'un an que le livre est sorti et nous sommes toujours très contents de pouvoir le présenter encore et encore, parfois plusieurs fois dans la même ville, comme c'est le cas ici à Marrakech, mais avec toujours des nouveaux visages pour venir le découvrir. Alors, les origines du projet, c'est très simple. À la base, c'est une commande, il faut bien le dire. C'est une commande qui a été passée en 2019 à mon intention par le directeur de l'Institut français de Casablanca de l'époque, Martin Chéneau, architecte de formation, fou amoureux de la ville de Casablanca et de son architecture art déco et cinéphile. Et il a eu l'idée de proposer, de publier avec le concours de l'Institut français un petit guide qui inviterait les lecteurs à se promener dans Casablanca pour en retrouver des décors de films qu'il aurait vus au préalable. Donc l'idée, c'était vraiment un petit guide un peu touristique qui permettrait de retrouver telle façade, tel édifice, telle rue où a été tournée telle scène de film, par exemple la scène de course-poursuite de Mission Impossible, on pourrait identifier les scènes. Évidemment, j'ai accepté le projet, mais deux obstacles se sont présentés à moi lorsque j'ai commencé à réfléchir, parce que je réfléchis après avoir accepté, c'est ça mon grand problème. Le premier, c'est que je ne prétends pas avoir une grande connaissance, même si j'y ai vécu 5 ans, de la ville de Casablanca. Son histoire, son architecture, son urbanisme, sa sociologie, sa démographie, ce sont quand même des données qui m'échappent pas mal. Et la deuxième, c'est que très vite, je me rendais compte qu'il fallait faire quelque chose de plus ample, pas juste un petit guide, mais vraiment, c'est ma formation qui est universitaire, quelque chose vraiment avec du vrai texte, de vraies problématiques, de vraies questions soulevées à travers des textes vraiment développés. Mais en tout cas, je ne pouvais pas faire ce livre tout seul, ça c'est sûr. Donc j'ai réfléchi 3 secondes et demie et j'ai pensé à Rabea, à qui je passe du coup le micro et qui va nous raconter la suite. Merci Roland, merci Corinne de la belle présentation, merci de nous accueillir et d'accueillir Casablanca à Marrakech. C'est toujours un plaisir pour une Casablancaise d'être à Marrakech. Alors pour la genèse du livre, la proposition, Roland m'appelle et bien évidemment en 2 phrases il me parle du projet et je me souviens, tu m'as dit tu prends un moment pour réfléchir, je lui dis non, c'est ok d'avance parce que en fait le projet m'a séduit dès le départ, vu que je m'intéresse au cinéma, que je connaissais déjà Roland. On a collaboré dans le cadre du travail pédagogique qu'on fait dans le dispositif cinéma avec l'Institut français du Maroc. Roland m'a fait collaborer à une revue sur la monographie de Michel Oslo. Donc on a déjà collaboré ensemble. Je sais comment travailler avec Roland, c'est tout un grand plaisir. Et puis me donner l'occasion de parler du cinéma et de Casablanca, vu mon engagement pour cette ville. C'était réunir mes 2 passions. Et bien évidemment, on s'est lancés tous les deux, mais on ne savait pas où on allait. on s'est plongé dans la marmite comme ça. Au début, c'était un guide. Il était question de réaliser un guide en 50 films. Et puis Roland qui me bombarde à chaque fois de films. Regarde ce film, regarde celui-là, regarde. Donc on a visionné plus de 250 films et on s'est retrouvé face à une matière
à explorer et à exploiter incroyable. Et c'est comme ça que ça nous a pris quand même plusieurs années. Voilà, parce que le projet il a mûri en fait. Il est passé d'un simple guide sur les décors de cinéma à une vraie analyse. Donc, tout le travail c'était justement d'analyser le regard le regard cinématographique porté sur une ville comme Casablanca. Et bien évidemment, c'était l'occasion aussi d'explorer toute l'évolution urbaine, d'explorer l'histoire culturelle, sociale, sociologique, tout. Le cinéma, ça reflète tout ça d'une ville, et donc c'était ça aussi le travail. Oui, je vais tout de suite rebondir sur ce que vous venez de dire. Ce qui apparaît de façon très nette dans le livre, que le cinéma soit un art, et le 7e art, je pense que c'est à l'esprit de tout le monde. C'est peut-être moins évident de penser le cinéma comme une archive. Et là, ça apparaît vraiment très très bien dans votre livre, puisque vous donnez même des exemples de films qui ont pu tourner des scènes qui sont les seuls témoignages en fait visuels qu'on ait de manifestations très importantes. Et je pense notamment à la réplique casablancaise de l'exposition manifeste de l'école de Casablanca. Et voilà, donc on se rend compte aussi de cette vertu du cinéma, de capter le réel et d'être une mémoire. Et voilà, et un grand merci parce qu'en fait, c'est toujours très rafraîchissant quand on est dans un domaine artistique de se dire qu'on entretient aussi un rapport à la mémoire. Comment vous vous êtes partagé le travail? C'est une question que j'avais en tête pendant tout le livre, parce que les collaborations, par exemple universitaires, souvent ne sont pas satisfaisantes parce qu'on partage en deux ou on prend un chapitre. Et là, vraiment, je connais bien Roland, et j'étais incapable de dire finalement qu'est-ce qui était de sa plume ou de la vôtre. Moi qui commence. Comment nous sommes-nous partagés? Alors, Rabea a amorcé un petit peu la réponse à la question tout à l'heure en disant que je la bombardais de films, parce que c'est vraiment la première étape. On a regardé des films, on s'est abreuvé. Moi, il m'arrivait d'en regarder 2 par soir en sortant de l'ESSAM. Donc, comme j'avais la soirée, j'en regardais 2. J'ai fait ça pendant plusieurs mois pour arriver aux 250. Le Covid nous a bien aidés aussi, il faut le dire. Voilà, je ne dis pas évidemment que c'est une bonne chose, mais de ce point de vue-là, au moins, c'était un peu plus simple. Et donc d'abord regarder les films, sélectionner ceux qui, selon nous, avaient la pertinence de rester dans le corpus et ceux qui peut-être, même s'ils étaient déchirants, devaient être écartés, mais on trouve un moyen quand même de les évoquer par-ci par-là. Alors la méthode, c'est que généralement, donc déjà on échangeait, on se mettait d'accord sur les films, on discutait par mail, au téléphone. La plupart du temps, j'écrivais un premier jet qui était plutôt du coup consacré au film et à son analyse par rapport au contexte cinématographique marocain, le réalisateur, le cinéma post-indépendant, ses années de plomb, les nouvelles vagues, etc. Donc du coup c'est quelque chose qui relève plutôt de l'analyse cinématographique, la mise en scène, les travelling, les mouvements de caméra, le montage, le son. Je m'essayais parfois maladroitement à repérer des décors ou des lieux, des bâtiments que je parvenais quand même à identifier dans le film, parce que j'ai quand même vécu 5 ans à Casablanca, mais je savais que c'était maladroit. Et Rabea reprenait le texte, et c'est là que tu le complétais, que tu l'enrichissais avec toutes tes connaissances. Tu me corrigeais également par rapport aux fautes que je pouvais faire sur les lieux casablancais qu'on apercevait dans le film. Donc toi, c'était... du coup, tu peux compléter, mais je pense que voilà, on était vraiment... Je disais tout à l'heure que travailler avec Roland, c'était un plaisir, parce que voilà, il avait fait déjà toute la recherche nécessaire, et il s'est spécialisé vraiment sur le cinéma marocain, donc il avait déjà beaucoup de connaissances et qu'il n'a fait que partager avec moi. Et donc on visionnait les films plusieurs fois, on décidait si on allait les garder dans le corpus ou pas. On avait des critères bien évidemment, et surtout on s'est mis dans notre feuille de route de produire une analyse, donc pas seulement de raconter des anecdotes ou de
de montrer un lieu de tournage précis. C'était qu'est-ce qu'on allait sortir de chaque film visionné qui allait apporter et éclaircir le regard sur Casablanca. Donc c'était déjà ça, on était bien, ça nous remettait toujours dans l'axe du travail, parce que quand même, tous ces films, on pouvait se perdre et se noyer. Ce n'était pas évident, même pour le choix, des fois, il y a des films qu'on n'a pas mis, même si on les cite, mais ça nous a fendu le cœur de ne pas les mettre, de ne pas pouvoir les mettre, mais il fallait faire un choix et se limiter à 100 films. Et donc Roland m'envoyait sa première analyse, je rajoutais ma couche, et on se renvoyait, on s'est écrit, je crois, je n'ai jamais compté, mais des milliers de mails qui tombaient à 4h du matin, 3h du matin. Et après, au début, c'était un peu, effectivement, lui, il a son style d'écriture, moi j'ai le mien. Au début, c'était un peu, on écrivait beaucoup déjà, on voulait dire plein de choses, mais petit à petit, on a trouvé un bon équilibre et on allait droit au but. Voilà, c'était un exercice très intéressant, en tout cas pour moi. C'était très enrichissant parce que, en même temps, j'étais libre d'écrire mes idées, mais aussi de me conformer à déjà, l'éditrice nous a limité à un certain nombre de signes. Au début, on écrivait beaucoup sur les films, on avait beaucoup de choses à dire, mais le fait aussi de devoir être concis, parce que pour chaque film, les notices ne dépassent pas une page et demie, et ça aussi, c'était un exercice très intéressant. Voilà, donc il fallait être concis, aller droit au but, ne pas répéter les mêmes choses et trouver un fil conducteur à chaque fois pour que la lecture soit intéressante. Voilà, donc ça s'est fait comme ça et je trouve qu'on a très bien tricoté tous les deux. Voilà, c'était un peu ça. C'est vraiment tissé en fait à quatre mains. Et alors, puisque vous évoquez la question de la sélection des films, donc vous en aviez 250, vous avez dû en garder 100. Alors, ça m'a beaucoup plu les choix que vous avez faits, que vous justifiez de la façon suivante, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on n'a pas voulu écarter les mauvais films, enfin ce qu'on appelle les nanars. Il y a aussi des comédies populaires. Donc en fait, un hommage aussi, vous n'êtes pas élitiste dans votre démarche, il y a une place pour le cinéma populaire. Est-ce que vous aviez en tête certains critères quand même pour écarter certains films? Alors, effectivement, déjà, il y avait l'idée qu'il y a d'excellentes comédies, des films commerciaux, des films populaires qui évoquent très bien Casablanca d'une façon ou d'une autre. Donc, on ne voit pas pourquoi ces films ne pourraient pas faire partie de notre corpus. Et après, les critères étaient très très variés. Alors, il y en a qui sont assez naturels. Il y a les critères en termes chronologiques, donc des films anciens, des films récents, des films du protectorat, des films de la période post-indépendance, années de plomb, nouvelle vague, etc. Il nous tenait également beaucoup à cœur de traiter des courts-métrages, des films expérimentaux, des films documentaires. Ce sont des formes qui sont souvent, surtout les courts-métrages, souvent dédaignés par la plupart des historiens, des chercheurs qui s'appuient beaucoup sur les longs. Bon, c'est normal, il y en a beaucoup aussi, et puis ils ont plus d'impact généralement sur le public, mais les cours, en tout cas ceux que nous avons retenus, je pense en tout cas, ont vraiment beaucoup d'intérêt. L'idée, c'était aussi de naviguer entre cinéma marocain et cinéma international, même si on est quand même à 75% de films marocains, ce qui est normal aussi, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, on ne dédaigne pas les films coloniaux, on ne dédaigne pas les productions comme Mission Impossible et tout, ou SS-117, qui sont tournées à Casablanca. Diversité également en termes de genre, comédie, drame, etc. Et puis surtout, pour en venir un peu à un sujet qu'on évoquait précédemment, la pertinence par rapport à la façon dont Casablanca est représentée dans ces films. Comme l'a dit Rabea, nous, ce qu'on interroge dans le livre, c'est justement le regard porté par les réalisateurs sur cette ville. Pourquoi Casablanca? Pourquoi pas Marrakech, justement? Pourquoi pas Tanger pour faire tel film? Qu'est-ce que Casablanca offre
que n'ont pas les autres villes du Maroc, ou du monde arabe, ou d'Afrique, ou de période coloniale, ou d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a des films qui peut-être ne sont pas forcément des grands films artistiquement parlant. Il y a des nanars, oui, il y a des séries B, notamment italiennes des années 60-70, qui sont assez irregardables pour plein de raisons, mal écrits, mal joués, remplis d'anachronismes et tout. Mais d'une part, ça en devient très amusant de les regarder, tellement ils sont bêtes. Et d'autre part, ce sont des films qui offrent malgré tout des trésors. Qui offrent des trésors, qui montrent des bâtiments, des lieux qui n'existent plus aujourd'hui, par exemple. Et qui, du coup, comme tu l'as dit, Corinne, tout à l'heure, ce sont des films qui, avec le temps, deviennent de véritables écrins à souvenir. Ces films constituent une mémoire cinématographique d'une ville qui est forcément à ses évolutions et qu'il est toujours plaisant de retrouver à travers ces films plus anciens. Je rajouterais également que grâce aux travaux de recherche de plusieurs chercheuses notamment, on a pu aussi avoir accès à des films qui ont disparu de la circulation, qui étaient censurés ou qui n'ont jamais été projetés au grand public. À quel titre, par exemple? Il y en a plusieurs. On a par exemple La longue journée de Donna Wolf et Abazim. C'est à celui-là que je pensais. Voilà. C'est un film qui s'est limité à des rushs, donc il n'a jamais été monté pour être diffusé parce qu'il a été interdit de tournage dès le départ. Et donc les deux réalisateurs, ils ont quand même tourné et, au sein d'un quartier très connu à Casablanca, Benjdia. Ils ont filmé les femmes qui viennent travailler en quête de travail journalier, donc le ROPA. Et donc c'était un acte très politique de filmer des femmes dans l'espace public. Ils ont été tout simplement interdits. Et ces rushs-là, ils ont disparu de la circulation. Ils ont été retrouvés grâce à des travaux de recherche à la cinémathèque de Berkeley. À l'université de Berkeley, voilà. Et voilà. Et donc, quand Roland m'envoie ce genre de pépites, c'est incroyable de voir ça et de pouvoir surtout analyser le regard et la portée très politique de ce film. Et puis, on a d'autres qui ont été écartés de la circulation, comme le film de Darqawi, de quelques événements sans signification. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est ça, et ça aussi parmi ce que Roland n'a pas cité, parmi l'objectif qu'on avait aussi, c'est de mettre en avant ce cinéma, qui a été quand même, qui n'est pas très connu. Ce sont des films que les gens ne connaissent pas. Or, c'est des films qui ont contribué à mettre en place le cinéma marocain d'après l'indépendance. Et qui participe aussi de tout un mouvement, je dirais, intellectuel et artistique, puisque ça s'accompagne de la revue Souffle. On a des revues de cinéma avec des critiques de cinéma, parce qu'il n'existe plus à ma connaissance aujourd'hui. On fait du cinéma direct. On va filmer dans la rue. Le film Zarqawi est tout à fait exemplaire. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il ait pu exister, on va dire, dans les années 60-70, un cinéma en fait de contestation sociale et aussi bien fait. Enfin, qu'il n'y a rien à envier à ce qu'on pourrait voir de films de la même période dans des pays européens. Donc, encore une fois, la valeur historique de ces films et le bonheur pour le lecteur, enfin celui qui parcourt le livre, de découvrir ces films. On a tous envie de les voir, en fait. Même moi, j'en ai pas vu peut-être la moitié. Alors, en tout cas, dans votre ouvrage, vous mettez bien en avant la richesse sémantique, je dirais, de Casablanca, à la fois comme lieu de tournage, comme décor et comme personnage. Alors, le lieu de tournage, ça c'est quand même formidable, c'est tous ces films qui ont pu être tournés à Casablanca, alors que l'action du film se situe ailleurs. Par exemple, au hasard,
Alger, Le Caire, Téhéran, Kaboul et même Pékin. Dans le fameux et célèbre Kundun de Scorsese. Et même Marrakech. Oui. Et même Marrakech. Chez Belbarka. Chez Belbarka. Il y a un film où on est censé être dans la Médina de Marrakech, alors que je reconnais tout de suite notre Médina de Casablanca. Voilà. Et alors, à l'inverse, vous proposez aussi des zooms sur ces films supposés se dérouler à Casablanca, mais qui en réalité ont été tournés ailleurs, notamment aux États-Unis. Et là, je pense à deux films, Les Cœurs brûlés de Joseph von Sternberg en 1930 avec Marlène Dietrich, et le film éponyme de Michael Curtiz, Casablanca, tourné en 1942, dont même les habitants tiennent à croire qu'il a été tourné à Casa. Alors, il faut dire que depuis, évidemment, on a construit un Rix-Café qui n'a jamais existé, puisque le film a été tourné en studio aux États-Unis. Donc, comment expliquer un tel attachement, finalement, à une mystification aussi énorme? Parce que ça sert aussi, on retrouve la typo du film sur les enseignes de bière, je ne sais pas, sur les bars, sur les restaurants, peut-être même, enfin, pour faire la promotion d'un aéroport. Bref, on s'y réfère quand même très très souvent. Et je pense que c'est toi qui m'avais raconté, Roland, que les gens disaient non, on a beau leur dire, mais le film n'a jamais été tourné à Casa, ils s'y tiennent. Alors comment l'expliquer? En fait, oui, c'est très amusant, ça m'est arrivé à moi-même, mais ça arrive a priori à beaucoup de touristes, de visiteurs, de visiter Casablanca et de tomber sur un guide ou un habitant ou un commerçant qui va certifier corps et âme que le film a été tourné à Casablanca et que ses parents, ses grands-parents ont même assisté au tournage et qu'ils ont vu Fred Bogart et Ingrid Bergman et gna. Et alors bon, évidemment, il y a aussi une mystification qui est due à des raisons principalement touristiques. Il s'agit aussi de faire rêver le visiteur qui vient à Casablanca et qui cherche à retrouver un peu l'âme de ce film qui en fait ne dit pas grand-chose de la Casablanca que nous connaissons et qui existait, telle qu'elle était aussi en 1942. Mais tu évoques le Rix-Café, c'est le fameux café, restaurant, casino que nous voyons dans le film, que les touristes ensuite, dans les années 40, 50, 60, 70, ont cherché en se rendant à Casablanca et n'ont pas trouvé, ce qui les a beaucoup déçus. Et au final, effectivement, c'est dans les années 2010 qu'une Américaine, admiratrice du film, décide de construire ce café pour enfin permettre aux visiteurs de retrouver un peu l'ambiance de ce film qu'ils recherchaient désespérément. Et c'est vrai que oui, je ne connais pas d'exemple plus probant que Casablanca sur la question cinématographique en général, d'une ville qui s'est à ce point accaparé un film pour remodeler sa propre identité, son identité urbaine, culturelle, touristique, effectivement. Et comme tu le dis, oui, aujourd'hui, nous nous rendons à Casablanca et nous voyons des enseignes, des devantures de magasins, des briquets, des jeux de cartes, des souvenirs, des porte-clés, des fresques murales également. Il y a beaucoup de street art à Casablanca. Il y a la bière, effectivement, la fameuse bière Casablanca, avec même la typo qui est reprise, il y a des souvenirs partout. Tout est fait, il y a même des hôtels comme le Hyatt Regency qui avait reproduit également le Rix-Café dans les années 80, si je ne me trompe pas, en attendant le fameux Rix que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des cinéastes qui reprennent aussi ce décor, cette ambiance, la musique, et qui rendent hommage également à ce film. Ce sont des cinéastes parfois américains, internationaux, parfois marocains, qui au contraire s'amusent un peu à déconstruire les codes, les stéréotypes, les clichés construits par le film de Curtiz. Mais oui, il y a plein de villes très filmées dans l'histoire du cinéma, Paris, Le Caire, Tokyo, New York, mais je ne connais pas une ville qui, comme Casablanca, ait à ce point pu modifier son image juste à cause ou en raison d'un film. Pas 10 films, 100 films, un film. Un seul film a complètement remodelé cette identité. C'est assez fulgurant, je trouve. D'autant plus que ce film, il a effectivement rendu le nom de Casablanca très célèbre, parce qu'en fait, la Warner et le réalisateur, ils étaient à la recherche de quelque chose d'exotique, de romantique, et donc Casablanca. Ça sonnait très, très romantique.
Et ils ont raconté tout sauf une histoire sur le Maroc et une histoire marocaine. Quand on analyse le film, il n'y a aucune histoire marocaine, il n'y a pas de Marocain. Ça parle de la France sous Vichy et des Américains qui sont là pour amorcer. En fait, le film, c'est un film de propagande qui allait amorcer l'arrivée des Américains en Afrique et notamment l'opération Torche. Donc c'est un film quand même essentiel historiquement parlant, mais concernant le pays qu'il est censé représenter, il ne raconte pas du tout. Et encore plus quand on se réfère à toutes les références urbanistiques et sur la ville de Casablanca, il nous montre une médina moyen-orientale et il nous montre ce qu'il raconte de peut-être vraisemblable de Casablanca, c'est qu'il y avait déjà un aéroport et que là, il y a des scènes intéressantes qui se passent dans cet aéroport et une médina déjà, mais aucun repère urbain ou géographique correct n'existe dans ce film. En revanche, il a contribué à mythifier la ville. En même temps, le point positif, il a mythifié Casablanca, mais il a aussi donné une idée exotique de la ville. Cette image exotique qu'on a retrouvée, qui revient souvent dans des productions américaines étrangères. On pense à Casablanca, on va penser que c'est une ville qui se trouve en plein désert, où il y a des chameaux, où les gens sont enturbanés, et voilà. Et ça s'est répété dans plusieurs productions qu'on a d'ailleurs, notamment Mission Impossible numéro 5, où Casablanca se trouve en plein désert. Et on peut faire le lien avec Rick dans le film, où il répond à quelqu'un, il lui dit « je dois aller faire une cure », et l'autre il lui dit « mais où ?» On est dans le désert. Et là on est à Casablanca, dans le film Casablanca. Donc il y a cet imaginaire collectif qui va se broder autour de Casablanca, qui va persister. Et après, justement, les premiers cinéastes marocains qui arrivent, les cinéastes qui arrivent, vont commencer à démonter tout ce mythe et à faire des références à Casablanca, au film Casablanca, notamment en choisissant clairement des titres qui rappellent Casablanca. Mais ils vont essayer de démonter le mythe et de raconter des histoires marocaines par des Marocains vécus au Maroc. Voilà, c'est d'où l'intérêt et l'impact de ce film complètement sur l'imaginaire collectif. Et toute une cinématographie. Et alors si on en vient à cette autre dimension de Casablanca, c'est peut-être vrai de toute ville qu'on filme comme ça dans un long métrage ou même dans un documentaire, mais cette dimension de personnage. J'ai été très convaincue par quelque chose qui revient au gré de vos analyses de différents films, qui est de dire au fond Casablanca est une anticité. Alors peut-être ça concerne le cinéma marocain, je dirais contemporain, le plus récent. Anticité, pourquoi? Parce que c'est précisément à l'inverse de ce que mettait en scène Curtis, c'est-à-dire une ville qui est plus grise que blanche, qui est sale, qui est polluée, où il y a des délinquants, et où en même temps à la fois occidentalisée et en même temps conservatrice. En écho, en fait, on voit des personnages dans les films qui sont eux aussi campés comme des anti-héros. Donc, en fait, c'est une ville qui est pleine de paradoxes. Comment expliquer qu'à ce point, on soit sur des antonymes sur Casablanca? Effectivement, la partie de la réponse se situe dans le fait que déjà, il y avait peut-être cette volonté inconsciente ou consciente, ça dépend des cas, de contredire un petit peu l'image romantique et folklorique qui avait été très institutionnalisée par le film de Curtis.
peut-être que inconsciemment les cinéastes se sont dit que quand même il avait autre chose à dire de cette ville, qui soit du coup moins blanca que Negra, pour faire allusion au film de Nourdine Ahmari, Casa Negra, dont le titre n'est pas choisi au hasard. Donc on passe effectivement, excusez-moi, d'une représentation blanche dans le sens très belle, très propre de la ville, à un versant évidemment plus obscur, donc à travers cette histoire de deux jeunes marginaux qui ne trouvent pas de travail, qui n'ont pas vraiment d'avenir, qui se cherchent un peu des combines pour subsister mais qui n'y arrivent pas. Et effectivement, oui, on est dans quelque chose d'assez antithétique. Un phénomène très récurrent à Casablanca à partir de l'indépendance, c'est également l'exode rural. Il y a beaucoup de personnes de la campagne, donc les fellahs comme on dit, qui débarquaient de leur milieu, très 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 incertain, pour espérer trouver dans Casablanca, dans la grande ville, avec un G majuscule et un V majuscule, la possibilité d'un travail, d'une vie meilleure, de plus d'argent, etc. Et ces personnages qu'on retrouve dans beaucoup de films des années 60, 70, 80 un petit peu également du cinéma marocain, se heurtent à des barrières et se rendent compte que la grande ville en fait ne leur offre pas ce qu'ils espéraient lorsqu'ils étaient encore dans leur campagne. Et effectivement, il y a le choc, il y a le retour à la réalité, et il y a cette violence effectivement dans laquelle sont souvent embarqués ces personnages qui, les trois quarts du temps, ne s'en sortent pas. C'est une réalité déjà qui existe, c'est pas une invention des cinéastes. Et d'autre part, oui, il y a sans doute effectivement cette idée d'aller un petit peu à l'encontre de ce que les Américains, les Français notamment, avaient pu dire de cette ville et donner comme image de cette ville. En espèce d'anti-exotisme. C'est ça, complètement, entre autres. Okay. J'aimerais revenir à la construction du livre. Donc en fait, c'est construit en 3 parties qui sont en réalité assez chronologiques. On a la période du cinéma colonial jusqu'aux années 60, que vous avez appelée Casablanca Ville Rêve, puis pour la période qui va des années 60 à 90, Casablanca Ville Locomotive, et puis enfin, à partir des années 2000, Casablanca Ville Monde. Donc je voudrais vous interroger sur le choix de ces titres, et aussi on voit bien dans l'ouvrage que le chapitre le plus important, en fait, c'est celui de la dernière période. Alors, vraisemblablement parce que le nombre de films marocains a énormément augmenté. Et voilà, si vous pouviez nous parler de cette dernière période du cinéma, dont je me demande si on peut dire qu'elle fait nouvelle vague au Maroc ou pas, dont je me demande si elle ne fait pas naître un nouveau peut-être cinéma de genre. En tout cas, de façon certaine, comme ça, de l'extérieur, on voit beaucoup plus de réalisatrices que par le passé. Alors, il y avait de grandes réalisatrices, bien sûr, Farida Meliazi, productrice également, Simone Vuitton, Isa Gemini, merci, voilà. Mais en fait, là, il y a vraiment toute une jeune génération de femmes. Voilà. Et c'est aussi l'occasion, peut-être, excusez-moi les questions parce que le temps passe, mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous évoquez dans le livre un certain nombre de films documentaires, et justement on parle de Simone Vuitton, Isa Gemini, Dalila Datré, et on peut aussi parler de Asma El Boudir, qui, avec La mère de tous les mensonges, a quand même remporté le grand prix du Festival international du film de Marrakech il y a 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a une tradition documentaire particulière et particulièrement de qualité au Maroc? Et pardon, c'est beaucoup de questions. Je peux préciser au film. Moi, je vais commencer, je vais laisser Roland développer. Alors, avant de répondre à la dernière partie de la question, le choix des titres et la chronologie étaient évidentes, puisqu'il fallait aussi, on voulait raconter aussi l'histoire du cinéma. Casablanca a été, son développement, il a été en même temps que le développement du cinéma. Donc, d'ailleurs, les premières images filmées sur Casablanca, c'est le bombardement
de août 1907, malheureusement, de tristes images. Le bombardement français à Casablanca qui a duré 3 jours et qui a fait des milliers de victimes et qui a démoli la moitié de la médina de Casablanca. Donc déjà, c'est des images les images filmées, on ne les retrouve plus, mais il existe des photographies encore, malheureusement, de ce triste événement. La chronologie permet aussi de rythmer déjà le livre et de situer le lecteur. Il fallait donc les structurer en périodes. Donc la période coloniale, les Marocains n'avaient pas le droit de tourner. Donc c'était que du film colonial, que du film de propagande. Et puis aussi, après arrive ce genre de production comme Casablanca, donc des films en même temps de propagande, mais qui vont aller sur un peu une vision exotique hollywoodienne sur des pays comme le Maroc. Et puis arrive l'indépendance. On raconte un cinéma marocain, une cinématographie naissante, avec justement une prédilection pour le film documentaire. Parce que déjà, le CCM qui a été créé sous le protectorat, tous les films qu'il va produire, tous les cinéastes qui ont souvent été formés à l'étranger et qui, une fois rentrés au Maroc, travaillent au CCM, donc ils vont produire que du film documentaire. Et c'était encore une fois, et paradoxalement, du film de propagande de l'État marocain. Il fallait montrer, voilà, le Maroc, pays nouvellement indépendant, qui se modernise, qui construit des écoles un peu partout, l'agriculture, ceci, cela. Donc c'était d'abord des films documentaires. Et puis, il y avait même eu l'amorce de très beaux formats de films documentaires, notamment par les premiers réalisateurs, le pionnier, on va dire, du film documentaire qui est Mohamed Afifi, qu'on cite dans notre livre, avec notamment un très beau documentaire sur le port de Casablanca, de Chair et d'Acier. Donc après, on arrive à une période très noire de l'histoire du Maroc, c'est les années de plomb. Donc situé chronologiquement et historiquement dans le temps, c'était important pour pouvoir traverser un siècle de cinéma et d'histoire. Donc on a les années de plomb, on a la censure, on a en même temps, ce qui a été intéressant à montrer, c'est qu'en même temps, malgré la censure, il y avait une effervescence culturelle incroyable au Maroc et surtout à Casablanca. Et ça se voit à travers de très beaux films. Et puis, bien sûr, la période que vous citez, c'est enfin, on arrive vers les années 2000, même politiquement parlant, on passe à une nouvelle transition. Et le cinéma, la parole se libère, et le cinéma aussi. Et donc on a un nouveau souffle vers les années 2000 du cinéma, et même la production va commencer à se mettre en place plus sérieusement, et c'est là où on va s'ouvrir sur les cultures, on va avoir des vagues de jeunes réalisateurs comme Khmari. Bon, ils ne sont plus aussi jeunes maintenant, mais à l'époque ils étaient jeunes avec un regard nouveau sur la ville. Nasri, voilà, il y en a tellement à citer. Voilà, je laisse Roland développer pour lui laisser une dernière partie de la réponse. Je l'ai bien développé, je vais plutôt conclure, parce que ce que tu disais. Oui, je peux juste rajouter un peu sur le cinéma documentaire, parce que effectivement sur le cinéma de genre, c'est vrai que oui, il y a une politique, parce que le mot politique dans tous les sens du terme, du cinéma documentaire qui naît dès la fin des années 1950, à partir de l'indépendance du Maroc, et il faut attendre la fin des années 60 pour que des premières fictions marocaines voient le jour, des films comme Le Soleil du printemps, etc. Et déjà le documentaire est bien installé, sous la forme courte certes, mais il y a quand même beaucoup de choses.
Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui encore, le cinéma marocain a toujours cette particularité d'être un cinéma situé vraiment dans la rue. C'est un cinéma social, c'est un cinéma qui s'intéresse à la réalité. C'est un cinéma qui n'hésite pas à sortir dans la rue et à ne pas déformer, à ne pas reproduire en studio ce qui existe. Ce n'est pas forcément le cas justement des cinématographies des autres pays du Maghreb, où par exemple il y a plus de politique ici, ou plus de fiction là notamment. Le cinéma marocain, pour en venir au cinéma de genre, a tenté de faire par exemple du cinéma musical. Il y a eu des tentatives dans les années 60, 70, 80 un petit peu de faire des films. L'influence de l'Égypte. Voilà, exactement, parce que le public marocain était très friand de cinéma égyptien, avec les chansons, les gros budgets, les stars, etc. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc les films sont, par manque de moyens également, ce sont des films à petit budget qui filment plutôt en frais décor, dans la rue. Et c'est vrai que ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y a une toute nouvelle génération qui est arrivée à la fin des années 2010 et qui là commence vraiment à bien se faire connaître dans ce courant des années 2020, et qui est une génération de jeunes cinéastes qui semblent en avoir un petit peu marre justement de toujours filmer la misère, tout ça, machin, ou de faire des expérimentations à la Bonani, à la Derkaoui, qui sont passionnantes, mais qui sont aussi réservées à certains publics peut-être un peu élitistes. Et depuis quelques années, on voit des road movies, on voit des films de science-fiction, on voit des comédies burlesques, des thrillers réalisés par Sophia Alaoui, Ismaël El Iraki, Asma El-Moudir, effectivement, alors pas vraiment dans ce registre-là, mais qui se démarquent aussi un petit peu de cette forme documentaire brute pour du coup reconstituer un passé avec des figurines, tout ça, comme le font beaucoup de cinéastes au niveau international depuis quelques temps. Et c'est vrai que oui, il y a quelque chose qui semble amorcer, je ne parlerai pas encore de réconciliation avec le public marocain, mais en tout cas, il y a quelque chose qui semble embrasser plus large. Peut-être pour terminer là-dessus, je dirais que ce qu'on a pu constater aussi, c'est que Casablanca est de moins en moins filmé depuis quelques années. Les jeunes cinéastes que je viens de citer fuient Casablanca. Au début, les films marocains tournés à Casablanca, c'était un peu l'inverse. Le personnage arrivait dans la ville et tout le reste du récit se passait dans la ville. Il y a des films qui se passent entièrement dans la ville puisque le personnage est déjà casablancais depuis le début. C'est le cas dans Le Facteur, par exemple, ou dans Soleil de printemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a avec, par exemple, Zanka Contact, avec Rennes, avec plein d'autres films? C'est que la situation démarre à Casa et les personnages, en fait, sortent de la ville et partent à la recherche d'une racine, d'une identité, de quelque chose qui est peut-être un peu perdu en termes d'identité marocaine, justement, et que la grande ville aurait peut-être un peu corrompu, aurait peut-être un peu effacé. Et c'est quelque chose qui est très... représentatif de ce qui se passe avec la jeunesse actuelle dans le monde. Le retour à la nature, la sensibilisation à l'écologie, à l'environnement, le fait que peut-être la grande ville, que le capitalisme nous ont peut-être un petit peu corrompus, un peu fait perdre en fait nos valeurs initiales. Peut-être que indirectement, dans le cinéma marocain, c'est également ce qui est en train de se passer. Et sans prétention, j'ai envie de dire que notre livre arrive peut-être au bon moment, au moment où Casablanca devient peut-être un peu moins séduisante aux yeux des cinéastes qui en ont un petit peu marre de la filmer et qui cherchent maintenant à s'en retourner vers un autre Maroc. Et donc peut-être que il faut se donner rendez-vous dans 10 ans notamment pour voir un peu ce qu'il en sera. Mais sans doute que ce chapitre est-il en train actuellement de se conclure un petit peu. Écoute, la transition est toute trouvée pour ma dernière question. J'imagine très attendue. Est-ce que vous avez imaginé, est-ce que vous aimeriez, est-ce qu'il serait envisageable de conduire un travail équivalent sur une autre ville ou plusieurs autres villes ou plusieurs autres régions du Maroc? Alors bien sûr, je pense à Marrakech parce que Hitchcock, l'ambiance avait trop, tout ça, mais le Haut-Atlas, Babel et tant d'autres. Les tournages de Bertolucci, de Laurence d'Arabie pour la partie saharienne, Ouarzazate maintenant avec les studios. Enfin, on pourrait imaginer beaucoup. Alors, j'ai envie de dire tout de suite, pour retomber sur mes pieds d'un point de vue politique, le problème de Marrakech, c'est que nous n'avons pas encore Casa Mémoire. Il y a une association très active, équivalente, qui s'appelle Tourat. Très bien. J'étais au courant pour Sèvres Cinéma,
assez récente, mais pas sur cet aspect. Après, bon, il y a le travail de nos amis architectes là, qui... Bon, bref, voilà la question. Un projet équivalent, par exemple, sur Marrakech? Ben, bien évidemment. Ben, quand on a fait la sélection des films, qu'on a visionné tous ces films, ben, ces films-là ne sont pas, parfois pour le même film, il n'est pas tourné uniquement à Casablanca. Vous avez cité Babel. Babel est tourné aussi à Casa. Il y a une séquence tournée à Casablanca, mais on n'a pas retenu ce film parce qu'il ne raconte pas grand-chose de Casablanca. Il y a la scène où l'hélicoptère arrive sur la clinique, la fameuse clinique qui a été choisie parce que c'est la seule clinique qui a un, qu'on appelle ça, voilà, un héliport, et puis on survole la mosquée Hassan II et point final. Donc voilà, ça ne raconte pas grand-chose de Casablanca, donc on l'a écarté du corpus. Mais on a aussi trouvé d'autres films qui sont tournés dans plusieurs villes. Vous avez cité notamment L'homme qui en savait trop. Hitchcock, il a zappé Casablanca. Pourtant, les protagonistes de l'histoire, normalement, sont censés arriver par Casablanca avant d'aller à Marrakech. J'ai trouvé, moi, une réponse plausible à ce choix par Smaïl El-Araqi qui dit, c'est vrai, il a finalement cette analyse, et, il a bien raison, c'est que Casablanca, au moment du tournage du film d'Hitchcock, était en plein comment dire, soulèvement nationaliste. Et c'était un peu dangereux et difficile de tourner. Donc Hitchcock, il a préféré aller droit à Marrakech et c'était ça. Parmi peut-être qu'il aurait pu filmer Casablanca, peut-être. En tout cas, je trouve que cette raison est peut-être valable. Voilà, en tout cas... Vous n'avez pas été approché pour l'instant? Non, on aimerait bien faire ciné Marrakech et ciné Tanger. D'accord. C'est un peu la dispute. Toi, tu es tangéroise. Non, mais c'est des villes de cinéma aussi. Non, oui, officiellement, il y a encore rien. Après, oui, on en parle. C'est vrai que ça pourrait être sympa, mais on a encore ce livre à présenter dans plein d'endroits. 2026, c'est pas fini. Et puis, il faut le dire aussi que moi, je suis sur d'autres projets de livres en ce moment. Donc là, je suis en train de travailler sur un livre consacré à Daoud Aoulat Ziad, un cinéaste passionnant, mais qui n'a jamais filmé Casablanca. Par contre, il a beaucoup filmé Marrakech. Et le Sud en général, tout à fait. Il y a un petit peu Casablanca dans Cheval de Vent, mais rapidement. Et je travaille également sur un livre illustré pour enfants sur la vie de Mohamed Ossour, un pionnier du cinéma marocain qui est cité dans le livre, qui n'a que filmé à Casablanca. Exactement, voilà. Et donc, alors vu qu'on est en live, je ne vais pas dire, mais je travaille avec une illustratrice, dessinatrice, cinéaste d'animation sur ce projet qui devra faire tous les dessins. Mais je ne citerai pas son nom parce que voilà, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais on espère peut-être voilà, que ce sera pendant un an ou deux. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup. Bon, le temps de la discussion, pour moi en tout cas, est largement écoulé. Donc je propose de prendre les questions du public. Je vais passer le micro. Allez-y. Y a-t-il